C'était il y a 10 ans, le 13 novembre 2015. Ce soir-là, ils étaient au Bataclan. L'un dans la colonne d'assaut, l'autre a soigné les blessés à l'extérieur. Un troisième a perdu sa fille en ces lieux. Voici leurs souvenirs pour qu'on n'oublie jamais. Je suis pas persuadé que qui que ce soit se remette, d'une horreur pareille, mais ça reste toujours gravé dans la tête et moi ça vient alors ça vient chez les gens de manière différente. Moi, ça revient sous forme de temps en temps de bouffées de tristesse et de sentimentalisme. Vas-y, avance. Pour montrer où on est dans un... He want to give you a number for him, yeah? Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va visiter un village. Qui sort de ce tube de 152 mm? Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube, également abonnés de l'application et aussi au lecteur du magazine Omerta, dont on peut trouver actuellement en kiosque le dernier numéro, Congo, Silence, on tue, consacré à l'Afrique des Grands Lacs, auquel nous avons consacré du temps l'été dernier, donc un numéro complet que vous pouvez trouver actuellement en kiosque. Aujourd'hui, je vous reçois pas pour une édition du Grand Entretien, mais pour une édition du podcast Retext. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Michel Fauvergue. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Régis. Alors c'est votre deuxième passage chez Omerta. Ouais. Vous étiez venu il y a quelques années. Je vous présente, donc vous êtes l'ancien patron du RAID. Vous avez été député En Marche. Donc vous avez fait toute votre carrière. Vous avez commencé votre carrière dans la police en 1984. Donc voilà. Ouais. Donc vous avez un énorme passif avec la police et vous avez aussi accompagné l'histoire sanglante de notre pays. On va y revenir. Vous commencez d'ailleurs le livre par cette terrible scène de l'entrée du RAID au Bataclan que vous avez vécu à la tête de vos hommes. Vous écrivez, j'ai noté ce passage qui est assez... vous écrivez que la mort a un son, pour vous, celui des vibrations de téléphone portable, des morts ou des agonisants que vous aviez sur votre passage. Alors, ma question, même pour un policier chevronné comme vous, comment on se remet d'une horreur pareille ? Je suis pas persuadé que qui que ce soit se remette, d'une horreur pareille, mais ça reste toujours gravé dans la tête et moi ça vient chez les gens de manière différente. Moi, ça revient sous forme de temps en temps de bouffées de tristesse et de sentimentalisme, qui peuvent être déclenchés par n'importe quoi. Une Marseillaise, par exemple, ça me prend beaucoup et ça me donne des souvenirs. Donc on se remet pas de ça, mais par contre, il faut vivre avec et il faut essayer d'aller de l'avant. Mais comment on peut aller de l'avant ? On est forcément rattrapé à un moment ou à un autre. Vous parlez des téléphones portables. Quand vous Oui. entendez un téléphone, vous pensez à ça, par exemple ? Est-ce que vous souffrez du syndrome de stress post-traumatique ? Non, je pense pas que je souffre totalement de ça. Ça, je vous dis, ça revient à des occasions très diverses, sur des défilés, sur des hommages, etc. Mais on se guérit pas totalement de ça. Et en fait, en réalité, on l'a à l'intérieur et ça nous sert pour la vie de tous les jours, en comparatif sur les situations, pour pouvoir se calmer sur un certain nombre de situations, ou pour pouvoir accélérer sur d'autres. Ça m'a beaucoup servi à l'Assemblée nationale, quand les fesses posées sur le strapontin de l'Assemblée nationale, on entendait
des tribuns et d'autres qui étaient moins tribuns, qui parlaient et dire de tout et n'importe quoi, tout et son contraire, quoi. Et donc ça permet de se calmer et de passer à autre chose, quoi. En sachant que vous avez vécu des choses bien plus dramatiques, vous vous dites finalement les propos de tel ou tel, bon, ce ne sont que des mots, quoi. Et ça ne fait pas de Oui, victime. alors c'est à la fois ça, je pense qu'on en reparlera, ce ne sont que des mots, mais il y a une espèce de rage et de colère parce que on va pas à l'essentiel. Voilà. Quand vous avez vu ces victimes-là, quand vous avez combattu le terrorisme, quand vous avez passé 40 ans dans la police, quand d'autres ont passé sur des champs de bataille, etc., ils savent ce que c'est l'essentiel. Ils connaissent les dangers de notre société, ils connaissent les menaces. Voilà. Et quand on passe ces journées à parler, à parlementer, etc., on n'est pas sur l'essentiel. Vous m'avez dit tout à l'heure, en arrivant, que quand vous rentrez au Bataclan, ce qui vous immunise, c'est de ne pas voir les visages. Oui. C'est le cerveau qui Oui, réagit comme ça. je crois que... et je vous ai dit ça parce que d'autres ont éprouvé la même chose. D'accord. Alors pas tous, mais voilà. Et moi, ça m'a servi en tant que chef du RAID, patron du RAID, quoi. C'est-à-dire que le cerveau déconnecte et vous voyez pas, pendant l'action, hein, je parle de pendant l'action, moi en tout cas, vous voyez pas des individus autour de vous. Vous voyez alors vous vous rendez compte de la gravité des choses, Oui. mais vous dites c'est une scène de guerre, hein, donc il va falloir combattre. Mm. Et donc vous voyez un amas de personnes allongées avec ces vibrations, et une fois que vous êtes remis dans l'action, eh bien ça vous empêche pas de passer à l'action. Par contre, après, une fois que l'action est terminée et que vous êtes au milieu de cette fosse, là, les choses sont totalement différentes. Là, vous percevez que vous avez à vos pieds des humains qui ont été massacrés, qui ont été blessés, que vous avez pataugé dans le sang, et que voilà, c'est une scène horrible. Vous avez aidé des gens à sortir du Bataclan qui étaient Alors vivants? pas moi à titre, Parce que vous étiez aux commandes, vous. Oui, pas moi à titre personnel, mais il faut savoir que le RAID et la BRI, puisque Oui, la bien BRI sûr. intervenait en même temps, sont bien rodés sur les interventions, pas sur ce type d'intervention, parce que elle est quand même particulière, mais sont bien rodés. Et d'ailleurs, un de vos invités, Mathieu Langlois, Oui, tout à fait. qui était le patron du Médecin-chef. des médecins, Ouais. qui était donc sous mon autorité, vous l'a raconté. Dans un premier temps, on sécurise. Les médecins, évidemment, j'avais 4 médecins dans la colonne. La BRI avait quelques médecins. Les médecins sont chargés de porter secours aux gens de la colonne qui sont blessés, D'abord. dans un premier temps. Et là, en arrivant sur ce théâtre d'opération où il y avait beaucoup, beaucoup de blessés, les médecins voulaient aller porter secours aux uns et aux autres. Et j'ai dû les calmer. Et Mathieu a fait de même. Et j'ai dit à Mathieu, on va d'abord sécuriser. Et ensuite, tu passeras à l'action. Tu tireras. Parce que tout ce que vous nous dites là, les terroristes sont encore vivants. Oui, bien sûr. Ils bien ont sûr. encore des otages. Avec Il y a encore Quand on rentre au Ami Bataclan, Moore qui est oui. sur la scène. Quand on rentre au Bataclan, il y a un des terroristes qui a explosé. Oui, Grâce à c'est ce l'action moment-là. À l'action du nouveau patron du RAID. du nouveau patron du Voilà. RAID, qui était à l'époque le chef de la BAC Ouais. et de son chauffeur, hein, Ouais. qui sont rentrés très courageusement parce qu'ils étaient très peu protégés et qu'ils avaient des armes de poing, mais qui ont quand même neutralisé un des terroristes qui a explosé ou qui s'est fait exploser. Et ce qui fait que les deux autres qui restaient, ils étaient 3 en tout, que les deux autres qui restaient ont arrêté le massacre et ont pris des otages et se sont réfugiés dans les loges derrière. Avec leurs otages. Et donc, l'action a permis d'arrêter le massacre, de nous laisser le temps d'arriver. Et moi, je suis arrivé sur ces entrefaits. Et il restait donc deux terroristes avec leur gilet explosif, qui est une vraie... le gilet explosif, c'est la première fois qu'on en voyait en France, hein. J'espère qu'on n'en verra plus, mais c'est une vraie C'est vrai, arme. c'est vrai. C'est une bombe intelligente, puisqu'elle est portée par un humain qui va se coller aux troupes d'assaut, qui va se coller aux otages. Et donc, voilà, on a à combattre ça. En plus, quand ça explose, ils libèrent des boulons, des clous, et de la mitraille pour tuer le plus de gens possible. On a travaillé là-dessus. Et donc,
moi, quand je rentre au Bataclan, les deux étaient dans les loges avec leurs otages et il fallait délivrer les otages. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous entrez dans la police en 84, dans laquelle vous allez passer... 87 en réalité. 87, d'accord. Oui, après le service militaire. Ok, chez les alors paras. je ne sais pas pourquoi j'ai la date de 84, pardonnez-moi. Ça me- Vous allez gravir les échelons, en 86 vous êtes commissaire, en 91 Nouvelle-Calédonie, je vous ai dit une bêtise. Bamako Je vous ai dit une bêtise. aussi. En fait, je rentre dans la police nationale, je dis n'importe quoi. Je rentre dans la police nationale en 1978, après un an d'armée, D'accord, 1978, d'accord. comme ok. officier. Ok. Donc ensuite, vous avez été attaché de sécurité à l'ambassade de France au Mali, à Oui, Bamako. Et en 2007, j'aurais une question là-dessus. Vous dirigez l'Office central pour la répression du trafic des migrants irréguliers et l'emploi des étrangers sans titre. Alors ça donne OCRIEST, voilà, à la direction centrale de la police aux frontières. Donc on va en parler de ça. Mais vous dirigez le RAID à partir de 2013. Donc 9 janvier 2015, vous avez déjà inauguré cette séquence particulièrement sanglante avec l'assaut sur l'hypercachère contre Amédi Koulibaly. C'est vous qui donnez l'ordre de l'assaut. Oui, en réalité, rappelez-vous... Parce que cet épisode, il est filmé, on l'a vu. Oui. Mais rappelez-vous, il arrive 2 jours après le massacre de Charlie Hebdo. Bien sûr. Il y a une traque contre les frères Kouachi qui est menée à la fois par toutes les polices, par le GIGN, par le RAID, par la BRI, mais aussi les autres polices d'investigation. Et l'affaire, le lendemain, rappelons-nous aussi, il y a la policière municipale, Tout à fait. Clarissa Jean-Philippe, qui est lâchement tuée dans le dos Par Koulibaly. Et le lendemain, Koulibaly va prendre en otage l'hypercachère, tue 4 otages avant qu'on arrive. Et en même temps, les frères Kouachi sortent, et c'est pas une expression, ils sortent du bois, parce qu'ils étaient dans les bois du côté de Soissons, etc., qu'on ratissait depuis la veille. Ils sortent et ils vont à l'imprimerie Adam Martin en Gouel. Donc secteur gendarme, donc c'est le GIGN qui est sur place. Moi j'y suis aussi en concourant, si jamais le GIGN a besoin de moi, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y ait une prise d'otage à Vincennes. Et à ce moment-là, je me dirige vers Vincennes. Et le ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du DG, me donne le commandement de l'ensemble des effectifs sur Vincennes, c'est-à-dire le RAID, mais aussi la BRI, RAID et BRI, dans une notion qu'on appelle la FIPN, Force d'intervention de la police nationale, qui existait sur le papier. Et donc, le ministre déclenche ça, et donc je prends le commandement de cette opération-là. Et il faut savoir qu'en même temps, donc, on a 2 opérations, avec 2 groupes, cette FIPN composée de le RAID et de la BRI, 2 groupes d'intervention, et le GIGN de son côté en gendarmerie. Et les affaires sont liées, parce que les terroristes se connaissent, et qu'ils sont sans doute en contact téléphonique pour savoir ce que font les uns et les autres. Et on a effectivement Koulibaly qui nous dit sur un assaut, donner l'assaut, je tue les otages, je serai au courant, je tue les otages, etc. Donc il faut qu'on arrive à capitaliser sur une action commune entre le chef du GIGN et moi-même. Et c'est ce qu'on fait à un certain moment, sauf que c'est ce qui est prévu à un certain moment. Moi, j'avais à côté de moi, sur Vincennes, j'avais des officiers du GIGN que j'avais pris, 2 officiers, et on avait une relation fluide avec le chef du GIGN, qui était à l'époque Hubert Bonneau, le nouveau patron de la gendarmerie. Et au niveau GIGN, j'avais laissé 2 officiers à moi. Et donc, la liaison se faisait comme ça. Et l'idée, c'était que l'assaut, la priorité d'assaut me soit donnée par le ministre, et parce que c'est nous qui avions les otages. 26 otages. Tandis que les Adamari, ils n'avaient pas d'otages. Adam Martin en Gouel, il y avait un des employés qui s'était caché. Oui. Souvenez-vous, mais les terroristes ne l'ont même pas cherché. Donc, voilà. Il aurait pu devenir otage s'il avait été trouvé, mais il n'a pas été trouvé, il n'a pas été cherché. Donc voilà. Et donc l'idée, c'était que
nous déclenchions l'assaut dès qu'on serait prêt à Vincennes, et après, le GIGN déclenche son assaut. Mais c'est ce qui avait été rapporté au ministre, Bernard Cazeneuve, et qui avait dit, il n'y a pas de problème, vous aurez l'ordre d'assaut de la part des autorités, parce que quand on est sur une prise d'otage, on est sur du rétablissement de l'ordre. Donc c'est administratif et évidemment politique si l'affaire est importante. Et là, c'était politique. Et c'est le président de la République lui-même qui a donné l'ordre d'assaut. Et donc, les frères Kouachi sont sortis, ont chargé le GIGN vers ça devait être 16h45. Et donc le GIGN a riposté et nous, on a dû hâter notre assaut sur Vincennes et donc agir dans un deuxième temps. C'est ce qu'on a fait. Et on a réussi à sauver tous les otages. Ouais. Cette action en deux temps, en fait, c'est presque les Kouachi qui déclenchent les deux actions, en fait. Oui, tout à Parce fait. qu'on peut imaginer que Koulibaly va apprendre que les Kouachi ont été éliminés et qu'il peut être tenté d'agir, c'est ça? Oui, la région. c'était ça notre problème, c'était que Kouachi et Koulibaly se connaissaient. Oui. On craignait fort qu'ils communiquent ensemble. Et donc, effectivement, qu'ils déclenchent un assaut simultané, qui sortent en simultané, ou que par répression, Koulibaly nous tue les otages parce que les Kouachi auraient été abattus par le GIGN. Donc il a fallu hâter le processus et on a donc donné l'assaut. Bon, on était quasiment prêts, on a accéléré, on a donné l'assaut. Et j'insiste sur ce fait-là, c'est la première fois, je pense, au monde, que deux unités d'assaut du même pays agissent concomitamment sur deux sites différents. Il a fallu donc s'organiser là-dessus. Et moi, la difficulté supplémentaire que j'avais, c'est que j'avais sous mon commandement à la fois le RAID, mais aussi la BRI. Bon, le RAID que je connais très bien puisque je le commandais au quotidien. La BRI que je connais aussi, mais que je connais un peu moins bien sur l'opérationnel. Ça s'est plutôt bien passé de ce point de vue-là. Bien passé là, au Bataclan, un peu moins bien. Au Bataclan, on ne peut pas dire que ça s'est moins bien passé. Au Bataclan, on est dans une situation aussi unique, hors norme, voilà, hors norme, dans laquelle on arrive, après que le massacre une grande partie du massacre se soit faite, c'est-à-dire que le massacre va très très vite au Bataclan. Les trois terroristes rentrent. En même temps, la police était occupée un peu partout. Il y avait eu le Stade de France, les terrasses, etc. Et donc, on dénombrait déjà 4 gilets explosifs. 3 au Stade de France, une sur les terrasses, si mes souvenirs sont exacts. Et là, il y en avait 3 autres au Bataclan. Et donc, nous, on arrive le plus vite possible, mais évidemment, on n'est pas sur place immédiatement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le massacre se fait très vite. Les terroristes qui n'ont pas d'état d'âme et qui avaient rafale le public et achèvent les gens au coup par coup avec une progression quasi militaire, pour massacrer le plus de personnes possible. Et donc ce massacre est énorme. Et nous, on arrive une fois que l'action donc du chef de la BAC de Paris, dont on a parlé, et de son chauffeur, est obligé les terroristes à se réfugier avec des otages. À partir de ce moment-là, le massacre est arrêté, mais il faut aller les chercher et il faut sauver les otages qui sont à l'intérieur des loges derrière. Et donc voilà, les choses sont faites et nous, on arrive sur ces entrefaits sur une vision d'horreur. On glisse un pied en enfer, en fait. Un pied en enfer. Ça, c'est l'année 2015. Donc, des événements extrêmement, on va dire, émotionnellement riches et au niveau d'une carrière de policier incroyablement important. Ensuite, il y a l'histoire de l'appartement de Saint-Denis où Abdelhamid Abaoud avait trouvé refuge. Là aussi, vous êtes directement impliqué et... Allez-y, ouais. Oui, directement impliqué et directement critiqué après. Oui. Vous vous rappelez de du nombre de cartouches utilisées. Oui, voilà, bon. Avec des commentaires pas tellement sympas. En fait, ce qu'il faut savoir, Régis, c'est que ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ce sont les mêmes gens du RAID qui vont réintervenir 4 jours après, y compris leur patron, c'est-à-dire moi et l'ensemble de la hiérarchie du RAID, puisqu'on est sur le terrain en même temps qu'eux,
on intervient 4 jours après sur un des cerveaux du Bataclan, dont on sait, alors ils sont 3 les terroristes, et dont on sait qu'ils sont revêtus de gilets explosifs parce qu'ils ont été visionnés aux caméras. Et ils avaient des manteaux comme ça, donc on sait qu'ils ont des gilets explosifs. Et il va falloir aller les chercher avec les mêmes gens qui sont rentrés dans le Bataclan, les mêmes gens du raid qui sont rentrés dans le Bataclan, et le même patron du raid, c'est-à-dire moi, qui s'est dit après le Bataclan, ouf, j'ai personne qui est au tapis. Enfin, si, Oui. j'en ai un, j'ai eu un blessé, moi. La BRI a eu plusieurs blessés. Ouais. Mais moi, j'ai eu un blessé qui s'est bien remis. Les blessés sont, de manière générale, bien remis. Quelques-uns ont des séquelles, mais ils se sont globalement bien remis. Et moi, je me dis, après le Bataclan, c'est quasiment un miracle qu'on n'ait pas eu de perte. Et donc, on y retourne après. Et donc, imaginez-vous la mentalité des gens du raid, imaginez-vous la mentalité du patron du raid que j'étais à l'époque, et on y retourne, voilà, parce que c'est notre mission, que si nous on n'y va pas, personne n'y va. Donc on y retourne, et l'idée c'est de faire exploser la porte, de rentrer très vite pour les interpeller, sachant que on prend des risques énormes parce que les gilets explosifs qu'ils ont, c'est du TATP, donc un explosif très Très volatile. puissant, on l'a vu d'ailleurs. Il y en a un qui explose et qui passe par la fenêtre. Tout à fait. Il suffit de mettre un coup de poing dedans et ça fait exploser. Mais il y a un de nos explosifs qui foire, qui ne marche pas, et donc la porte ne s'ouvre pas. Et à partir du moment où la porte ne s'ouvre pas, il y a 2 trous en bas, un trou en bas, un trou en haut, parce que les autres explosifs ont fait péter une partie de la porte, mais elle ne s'ouvre pas, donc on ne peut pas progresser. Ma colonne d'assaut est dans un couloir très étroit. Ce qui sépare le couloir de l'appartement conspiratif, c'est une cloison et pas un mur porteur. Donc il suffit que un des terroristes, ou les 2 terroristes, ou les 3 terroristes se collent au mur et fassent exploser leur gilet explosif, et j'ai la moitié de mon équipe qui est au sol. Donc du coup, je leur donne une reconfiguration des choses et on fait un tir de barrage en prenant le temps. On sait qu'il n'y a pas d'otage, donc on prend le temps. C'est pour ça que ça a duré 7 heures. C'est pour ça qu'on a tiré beaucoup de cartouches. Et voilà, les choses se sont passées comme ça. Et ça a été repris ensuite par un certain nombre de médias, et c'est parti en vrille en disant mais comment se fait-il qu'on tire autant de cartouches sur un assaut comme ça alors qu'il n'y a même pas d'otage, etc., etc. Vous avez toute une partie de conseilleurs qui connaissent pas la situation, qui n'y vont pas et qui se pensent. Et on a donc neutralisé tous les terroristes. En neutralisant les terroristes, on a évité un attentat majeur sur la dalle de la Défense. Oui, exactement. Abaoud s'apprêtait à faire un attentat majeur. Ouais. On a sauvé des vies.